Donc, ça l'enregistre. Donc, je suis présentement avec Tania Basque, enseignante de philosophie de la mort au Collège Montmorency. Comment ça va? Enchantée, Samuel. Ça va très bien, merci. Est-ce que je peux me Parfait. permettre de faire une petite correction en commençant? Ah oui, aucunement. Je les ai J'ai parfaitement. enseigné le cours philosophie. Ok, c'est ça. Oui, j'ai enseigné le cours en fait intitulé Approche de la mort Ok, pendant 6 ans, mais je ne le donne plus depuis plusieurs années maintenant. ok, c'est ça. Et c'est Jérémy McEwen qui, quand il a commencé à enseigner philosophie du hip-hop, que vous avez arrêté, je crois. Oui, voilà, voilà. Ok, Le exactement. cours Mais Approche de la mort a été remplacé par philosophie du hip-hop. Oui. ça, j'avais été mis en contact avec vous par lui parce que j'ai fait une conversation comme ça avec lui et lui, il me parle de votre cours. Puis j'étais comme, hey, on m'approche de la mort, ça a l'air. J'ai envie d'avoir une conversation avec le professeur qui enseigne ce cours. Donc, en quoi consiste vraiment le cours Approche de la mort? J'imagine que ça le dit quand même dans le nom, là, mais. Oui, approche de la mort au singulier, dans la mesure où ce que j'ai voulu faire avec les étudiants pendant ces 6 années, c'est de les amener aussi doucement que possible, mais à approcher la mort véritablement, non Hmm, seulement celle des autres, mais la leur propre à chacun. Donc, c'était le but dans la mesure où je suis persuadée qu'il n'y a que du positif à tirer de ça. Il n'y a que ok. du positif à tirer d'une confrontation avec notre propre mort. Non, c'est sûr. Et les étudiants ont apprécié, je pense, en général. Puis quand vous dites qu'ils ont apprécié, c'est qu'ils ont apprécié parce que ça les a aidés personnellement ou que ça les a fait comprendre plus de choses ou. J'ai eu des commentaires parce que j'ai fait évaluer le cours, voulant Mhm. avoir un retour sur mon enseignement, sur ce que Ouais, ouais. j'avais construit pour eux, puis je voulais savoir quel impact ça avait. J'ai eu des commentaires qui m'ont beaucoup touchée, puis qui m'ont beaucoup satisfait en même temps, des commentaires du genre, mais je me suis jamais sentie aussi vivante que pendant votre cours, madame. Non, c'est sûr, Euh, parce que c'est. Ouais. ouais. Ah, vous Donc, je disiez? sortais de votre cours heureux, avec le sentiment de goûter à la vie. Donc, des commentaires comme ceux-là qui, je dois vous dire en toute humilité, qui ont quand même n'étaient pas si nombreux, mais quand même, si le cours a réussi à réaliser ça pour quelques étudiants, moi, je Exactement. suis comblée. C'est pas besoin que ça soit pour tout le monde. S'il y a une personne que ça peut aider, votre but est achevé. Genre, c'est. Et parce que ça a dû aider. Puis vous parliez de qui se sortait plus vivant. Puis c'est ça à faire, c'est que j'ai l'impression que quand on va parler de la mort à quelqu'un, les gens vont le voir vraiment sur un aspect négatif. Mhm. Alors que c'est justement ce qui va te rendre encore plus vivant, réaliser que, genre, comme je pourrais sortir de chez moi tantôt, aller travailler, je me fais rentrer dedans par une voiture, c'est fini. Fait que juste Ouais. penser à ça, que c'est à notre porte, n'importe quand, peut nous faire sentir plus vivants. Et selon Oui. vous, pourquoi vous croyez que les gens, c'est autant commun à la peur de la mort? Pourquoi la peur de la mort est si commune? D'abord, peut-être faire une distinction. Elle est commune, cette peur de la mort, ce tabou de la mort, on pourrait dire. Mhm. Vous l'avez Comme, évoqué ouais, dans ouais, nos comme je voulais. communications par Ouais. courriel. Oui, c'est ça. La mort est tabou. Alors, on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler parce qu'on en a peur. Je répondrai peut-être juste un tout petit peu à côté de votre question. Je vais essayer d'y revenir. C'est pas sans lien avec votre question, ce que je vais vous dire. Non, 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 vous pouvez aller Le, n'importe où. le tabou de la mort, vous savez que c'est quelque chose de très occidental et très récent. Et très OK? récent. Il n'est pas question de dire que les gens ailleurs qu'en Occident et à d'autres époques n'avaient pas peur de la mort, d'accord? Et quand vous dites Euh, récent, c'est quoi récent? Suite à la Deuxième Guerre mondiale, OK, figurez-vous. OK, OK. Ouais, c'est après le... Bon, on pense à peu près, mais ce sont, vous savez, des points de repère un peu grossiers. Mais en grosso Ouais, ouais, modo, ouais. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mort est devenue tabou. Et puis, il y a des raisons à ça. Je vous en mentionne quelques-unes, notamment les avancées de la médecine, OK. qui ont fait en sorte que la mort recule. Je veux dire, il y a de plus en plus de maladies qui peuvent être soignées.
donc la mort recule sous le pouvoir de la médecine, le pouvoir de guérir de la médecine qui est extraordinaire, dont on ne peut que se réjouir, d'accord? Mais en même temps, la mort est devenue quelque chose à éviter, justement, comme ça peut être évité, alors on s'est mis à l'aborder avec plus de... moins de facilité. Moins de facilité. Ouais. La mort a été comme évacuée, si vous voulez. C'est pas normal, presque, de mourir. Parce que On la essaie toujours médecine... de la repousser. Ouais, puis on réussit souvent. On réussit. Uh-huh. Alors, à partir de ce moment-là, la mort arrive comme une injustice, comme quelque chose d'inimaginable presque. Donc, on l'aborde avec moins d'aisance. À cause de ça, donc, à cause aussi de la place beaucoup plus importante que prend l'individu aujourd'hui. Mm-hmm. Si on recule loin, loin dans le temps, au Moyen Âge, avant d'être un individu, est-ce que vous saviez qu'on faisait d'abord et avant tout partie d'une communauté? Ouais. OK? Alors, avant d'être personnel, la mort, c'était quelque chose de naturel et qui Comme la n'était pas... naissance. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'était moins un individu qui mourait qu'un membre d'une communauté qui allait continuer, même après la mort de l'un de ses membres. Ouais. Donc, si moi, j'avais entrepris quelque chose comme une entreprise, je ne sais pas moi, j'entretenais ma ferme, j'avais une ferme, j'avais une entreprise, j'étais forgeron, disons, dans le village. Ma mort n'allait pas signer l'arrêt de mon entreprise, mon Parce fils que vous faisiez allait poursuivre. partie de quelque chose de plus gros. Exactement. Mais là, c'est dur de dater le phénomène, vous savez, mais au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée, on s'est mis à se détacher de la communauté et à se comprendre de plus en plus comme un individu Exact, ouais. unique, irremplaçable. Alors, à partir de ce moment-là, vous comprenez que quand la mort arrive et atteint un individu unique, irremplaçable, elle est terrible. Alors, on veut d'autant moins y penser, on veut d'autant moins s'y confronter. C'est aussi, je crois, un produit de l'ego aussi, notre sens d'individualité, comme vous êtes en train de dire. Quand on a tellement un sens, c'est comme on est nous, c'est notre monde, tout ça. L'idée de penser que ça va arrêter peut nous terrifier. On est genre, mais qu'est-ce qui arrive? Puis le plus, non seulement que ça peut arrêter, parce qu'on s'habitue à cette expérience, puis juste le fait que ça peut arrêter, ça peut nous faire peur. Le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Oui, tout à fait. Ça, c'est un affaire. Puis, quand on parlait vous parliez qu'on repoussait toujours la mort. J'avais entendu, je ne sais plus si où que j'avais entendu ça, mais c'était un philosophe qui parlait qui trouvait que c'était lui, c'était en anglais, il parlait que c'était absurde pour lui la phrase comme I saved your life ou t'as sauvé ma vie. Parce qu'il y a no such thing as sauver ma vie, t'as juste prolongé genre repousser ma mort, comme vous disiez, genre. Oui, parce que la mort est une chose certaine, hein, Exactement. et indéterminée. On ne sait pas quand elle va arriver. Comme je vous disais, je pourrais sortir de chez moi tantôt, puis ça pourrait arriver autant que ça peut arriver dans 50 ans, on ne sait pas. Tout à fait, tout à fait. Et vous disiez, de réaliser ça, ça me rend plus vivant. Ben oui, parce que quand on réalise qu'un jour, cette respiration que je prends, je ne pourrai plus la prendre, je suis tout de suite renvoyée au fait que, en ce moment, je suis vivante. Je suis vivante. Donc, ça nous tire de la banalité du quotidien, puis de la routine qui fait que, on dort la plupart du temps. Ouais. Combien de fois est-ce qu'on se dit, j'ai pas vu la journée passer, j'ai pas vu la semaine passer, On vit en, désolé pour l'anglicisme, mais c'est pas un anglicisme, autopilote. Oui, oui, comme Fait des qu'on endormis. continue avec peu importe ce qui est exactement, peu importe ce qui Ouais. arrive alentour de nous, on suit ce petit chemin-là, puis c'est là qui nous fait dire comme oh, j'ai pas vu la semaine passée ou j'ai pas vu cette journée-là passer. Parce qu'on est tellement on se fait contrôler par la main visible, si vous voulez, qui fait juste qu'on on va par là sans vraiment se dire comme OK, je vis en ce moment et demain, ça pourrait être fini. Ouais.
et on laisse les autres décider à notre place parce que justement, on n'est pas ancré en nous-mêmes. Bon, cela dit, c'est assez illusoire et c'est illusoire de penser qu'on pourrait toujours être ancré dans le moment présent, hein, puis ne plus jamais avoir à dire « Oh, j'ai pas vu la journée passée ». Bon, mais si on pouvait quand même ancrer cette certitude de la mort qui va arriver un jour en nous, quelque part, je pense que ça nous ancre davantage dans l'existence. Non, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? De la peine de mort, Ouais. c'est une grande question. Ouais. Je pense que ça ne devrait pas être. OK. Je pense que tout être humain devrait être capable de réhabilitation, ou du Vous croyez? moins, non, je me corrige. Je pense qu'on devrait, comme société, donner la chance à tout être humain de se réhabiliter. OK. Et vous croyez Ouais, pas qu'il y aurait il y a des cas perdus, comme? c'est possible, c'est possible. Puis ces Mais personnes-là, oh oui, mais je ne pense pas que ce soit une réponse qui soit à la hauteur de ce dont nous sommes capables comme êtres humains que de c'est vrai. retirer la vie à quelqu'un qui a fait un crime horrible. Oui, on s'entend. Mais rendre l'appareil à quelqu'un qui a donné la mort, disons, on est capable de mieux que ça. Œil pour œil, dent Ouais, pour dent, ouais. c'est une Et- conception de la justice dépassée. Ouais, c'est quoi c'est cliché un peu, mais l'article, c'est œil pour œil, dent pour dent, laisse le monde aveugle, quelque chose du genre. Mais ça revient au même. Mais je sais pas, moi, c'est un dilemme pour moi parce que autant que je crois qu'il y aurait des gens que le monde fonctionnerait mieux sans, Mhm. on est quand même un humain, c'est un autre humain. Et est-ce qu'on a vraiment le verdict à dire non, toi, tu peux plus être avec nous? Genre, you gotta go. Genre, je sais pas, c'est un dilemme pour moi. Fait que c'est pour ça que je me demandais c'est quoi votre Mhm. perspective là-dessus. Si, Mhm. ben ouais. Mais ça a fait intervenir la conception de la justice, comme je vous dis, hein, et puis ça, à mes yeux aussi, ça met en jeu la capacité de pardon que nous avons comme êtres humains. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui ne puissent pas être pardonnées, par contre. Je pense qu'il y a des choses qui sont du moins très difficiles à pardonner. Mhm. Mais ça met certainement en jeu cette capacité de pardon que nous avons et notre capacité d'amour qui, je pense, nous élève, nous, êtres humains, à ce qu'on est capable de mieux. Ouais, OK. Puis là, on parlait de que nous, ou dire quelqu'un d'autre qui choisit que telle personne ne devrait pas vivre. Vous croyez quoi quand quelqu'un décide que lui, il voudrait plus vivre? On va dire, je sais plus c'est quoi le nom, quand quelqu'un est très malade et il veut Mhm. qu'on anesthésie, est-ce que Ah, c'est... parlez-vous du suicide ou vous parlez de l'aide médicale à mourir? Bon, je voudrais arriver dans le suicide aussi, mais en ce moment, je parle OK. plus de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir. Vous me demandez ce que je pense de ça? Exactement. Je pense que c'est extrêmement difficile de décider Mhm. pour quelqu'un d'autre ce Ouais. qu'il est mieux pour lui ou elle de faire avec sa vie. Mais c'est ça que je dis, c'est quand la personne, elle veut. Oui, oui, OK. oui, oui. Là c'est ça. En d'autres mots, c'est très délicat et j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, mais je ne voudrais pas qu'il soit retenu de ce que je vais dire, qu'on ne doit pas aider les gens à mourir. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Donc, c'est très difficile de se prononcer sur tous les cas. Il y a des cas tellement particuliers, tellement, où les gens vivent tellement de souffrance que c'est sans doute la meilleure chose à faire que de leur accorder l'aide médicale à mourir. Je Mhm. pense que c'est une bonne chose que cette option-là soit disponible maintenant au Québec et au Canada. Oui. Mhm. Par contre, je pense que c'est loin d'être un geste anodin. Euh, Est-ce que vous pouvez... C'est quoi anodin? anodin, c'est quelque chose qui soit banal. Vous savez qu'il faut prendre à OK, la ouais, ouais, légère. ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, quelque chose qu'il faille prendre à la légère. On ne le prend pas à la légère.
personne, ni les gouvernements qui font les lois, ni les gens certainement qui prennent cette décision-là, ni les médecins qui l'administrent, l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Mais j'ai envie d'ajouter à ça, pourquoi ça ne doit pas être pris à la légère? Parce qu'il y a des choses que l'on peut apprendre avec la souffrance et dans les derniers instants de la vie, même si ces derniers instants sont extrêmement difficiles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la psychiatre d'origine suisse naturalisée américaine, Elizabeth Kubler-Ross. Non, j'ai jamais entendu. Alors, c'est une psychiatre qui a travaillé beaucoup avec les mourants et qui rapporte des témoignages vraiment bouleversants d'apprentissage extraordinaire que les gens ont fait dans leurs derniers instants. OK. Alors, est-ce que la souffrance doit être évitée à tout prix? Est-ce qu'il n'y a pas un certain apprentissage qui peut être fait à travers ça? Je pense que Ah, c'est oui. sûr. Maintenant, on ne peut pas décider à la place des gens, à savoir quel est le niveau de souffrance qu'ils doivent endurer. Bon, d'accord. Et puis, l'autre chose que j'ai à ajouter qui me fait penser que l'aide médicale à mourir doit être abordée avec beaucoup de prudence et beaucoup de réserve, c'est le fait que aujourd'hui, depuis la modernité, on tend à vouloir tout contrôler, vous savez. Et la mort, naturellement, elle est indéterminée. On ne sait pas quand elle arrive, justement. Alors, est-ce que ce ne serait pas, en un certain sens, refuser la mort telle qu'elle est et vouloir exercer ce contrôle-là, comme on exerce sur la nature, comme on exerce sur notre environnement, sur nos comportements, sur une foule de choses. Est-ce que ce ne serait pas étendre ce contrôle-là à ce qui n'est pas, à ce qui échappe au contrôle, peut-être à ce qui par excellence échappe au contrôle, vous savez. Je n'ai pas décidé de naître. Je peux décider de mourir. Bon. Mais cela dit, je le répète, je pense que c'est une bonne chose que l'aide médicale à mourir soit accessible au Québec. OK. Ouais. Mais il y a tout ça, vous savez, qui vient avec, il y a tout ça. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est que c'est une question tellement délicate et genre, comme la peine de mort, tout ça. Puis je trouvais que vous étiez la personne parfaite pour enrichir sur le sujet. Mais là, on parlait de choisir de mourir. Puis là, on parlait brièvement de suicide plutôt. Moi, personnellement, j'ai été en contact et eu des relations très proches avec des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Puis depuis que j'étais jeune, je pouvais très bien comprendre le désir de vouloir mourir. Mais moi, ce qui venait me chercher, c'est que je pourrais pas faire ça à des gens proches de moi. Genre, on va dire que ce soit mes parents, chose du genre. Fait que ça serait ça qui viendrait me retenir. Fait que quand j'entends quelqu'un qui, comme ses parents les aiment, puis ont les gens qui les aiment, qui veulent faire ça, moi, ça restait dans ma tête. Genre, comment tu peux juste pas penser à ces gens-là, comment tu les détruirais intérieurement, genre. Puis à un point, si je comprends, c'est que dans la tête d'une personne, notre cerveau est vraiment complexe. Donc, dans la tête d'une personne, ça peut arriver que ça devient tellement insupportable que malgré tous les autres euh, contraintes externes, on a l'impression que la seule solution, c'est d'en finir. Et c'est quoi votre opinion face à ça? Vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, ou encore moins des réponses définitives Non, à ce on est des humains, problème-là on est qui est des humains. énorme. Exactement. Mais c'est aussi que ça implique toute une dimension psychologique pour laquelle moi, je ne suis pas formée. Non, c'est sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, selon ce que j'en sais, Ouais, exact. c'est que la mort n'est plus... La mort peut s'effacer, la vision de la mort peut s'effacer, ça les sociologues l'ont démontré, lorsque l'individu disparaît dans une collectivité, justement.
OK? C'est comme ça. Vous pouvez Ouais, enchérir. OK. j'explique. Parfait. J'explique et vous allez voir, je vais revenir à la question du suicide tout à l'heure. Parfait, Euh, parfait. L'individu peut ne plus avoir peur de la mort quand son individualité, justement, disparaît au profit d'une idée plus grande que lui, ou encore d'un but qui le dépasse, ou quand il fait partie d'une collectivité. Pensez au soldat qui va à la guerre, qui fait partie d'un bataillon. Comment est-ce qu'il peut ne pas avoir peur de mourir en s'en allant au front? Parce qu'il sent que c'est son purpose, son appel, si vous voulez. C'est ça, OK? Donc, son individualité est comme dissolue, se dissout dans la collectivité ou dans une idée plus grande, la libération du peuple. D'accord? Alors, peut-être que dans cette volonté d'en finir, peut-être que dans le suicide, OK, il y a cette prise avec moi-même. Vous savez, c'est comme si c'est peut-être ça, je suis pris dans mon individualité, comme emprisonné dans les liens de mon ego, en quelque sorte. Ouais. Et si on amenait les gens à sortir d'eux-mêmes, justement, en les mettant au service des autres, je ne sais pas. Je m'interroge, d'accord? C'est vraiment une interrogation Non, que j'ai. Est-ce que ça ne pourrait pas aider ces gens qui sont si désespérés? Parce que ce que veulent les gens, finalement, qui sont suicidaires, c'est pas arrêter de vivre, c'est oublier leurs problèmes. Est-ce que leurs problèmes exactement. ne pourraient pas être réglés s'ils En sortaient aidant d'eux-mêmes? les problèmes d'un autre. Oui, en sortant Parce que d'eux-mêmes. ça te met, je reparle de purpose. C'est quoi la version en français, purpose? Ah, un but, Ouais. une mission, si vous voulez. Exactement, une mission. Ouais. Fait que, genre, on va dire. C'est pour ça que j'ai l'impression de nos jours, puis ça, on pourra en arriver plus tard. Surtout les jeunes sont de plus en plus perdus. Et c'est quand on parle de, contrairement à plus tôt dans l'histoire, où que les gens avaient vraiment on mettait la valeur d'avoir une mission plus ancrée dans la société. Et que maintenant, on est tellement pris dans notre individualité, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus perdus. Ils essayent de se chercher eux-mêmes. Puis j'ai l'impression qu'un des qui pourrait aider tellement de gens, c'est de comprendre qu'ils ont une mission, qu'ils ont quelque chose, qui sont en tant que personne meilleures, qui ont une habileté plus forte que certaines autres personnes, puis qu'en utilisant cette habilité-là, ils peuvent aider d'autres personnes. Puis je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, que ça pourrait aider pour des gens qui ils veulent juste en finir avec eux. Le fait Vous pensez? qu'ils peuvent, exactement, qu'avec une mission, qu'ils peuvent actually, à la place de se morfondre sur leurs problèmes, prendre leur en quoi ils sont bons, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et aider quelqu'un d'autre avec ça. Et c'est pas du tout pour dire que les problèmes auxquels font face les gens qui sont Ah suicidaires ne non, sont non, pas importants. non, pas du tout. Sûr, les difficultés sont parfois énormes, mais je me demande si se mettre au service des autres ne pourrait pas les aider. Non, c'est sûr. Et que ce ne serait pas justement cette espèce d'emprisonnement dans l'individualité qui fait que c'est si souffrant. Je ne sais Je, pas. sais- non, puis je sais pas c'est quoi les statistiques de suicide, mais ma théorie, c'est que c'est assez élevé, juste parce que je sais que les statistiques de dépression, surtout au sujet des jeunes, sont beaucoup plus Mhm. élevées maintenant que jamais auparavant. Mhm. Puis c'est quoi, selon vous, une des raisons pour ça? Plus, pas nécessairement suicide, mais aussi dépression, là. Ben là encore, ça touche beaucoup à la psychologie, ce en Ouais, quoi c'est pas je votre suis pas. domaine, mais encore Ouais, là, c'est on est pas des vraiment. humains qui parlent, là, c'est pas... Ouais, mais ça m'empêche pas de réfléchir à ces choses-là malgré Exactement, comme tout. je dis, on est Et des puis, humains qui parlent, puis... et moi, il y a une chose que j'observe, puis je le vois très clairement à cause de mon âge. J'ai pas connu, moi, les réseaux sociaux, vous savez, puis cette espèce Mhm. d'exposition. Ça, moi, ça m'intimide de paraître sur YouTube. C'est pas naturel. C'est être vu par tout le monde. C'est pas rien. Et Ben, donc, devoir se mais démarquer, vous le réalisez. Vous ben, le réalisez, mais quelqu'un ouais, qui a juste grandi là-dedans, bon, ça devient la norme, vous comprenez? ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais donc, la réalité est telle aujourd'hui que tout le monde veut se mettre en scène. Tout le monde veut
justement faire valoir son unicité, puis son individualité, puis de regardez-moi comme je suis spécial. Et c'est pas pour nier que chacun est spécial, c'est pas la pensée que j'ai, mais il y a cette espèce de compétition qui fait que chacun veut se mettre en valeur, donc chacun accentue son individualité, puis ben, parmi tout ça, les millions de personnes qui se mettent en scène, comment voulez-vous vous démarquer? Et donc, peut-être que ça contribue au malaise qu'on observe aujourd'hui. Moi, quand je parlais que j'ai connu des gens personnels qui, comme, ils ont eu une expérience avec au moins une tentative de suicide, c'est des personnes, puis je leur faisais rappeler souvent, mais qui étaient tout le temps sur leur téléphone. Puis ça devenait presque une addiction, c'est que, on va dire, on fait quelque chose et au moment, ils vont ouvrir leur téléphone, ouvrir Instagram ou réseaux sociaux, quand tu leur demandes pourquoi tu fais ça, on est en train de faire whatever, ils vont se dire comme oh, je sais pas, j'ai même pas réalisé. Donc, ça devient une addiction et tout ce que tu fais, c'est scroll et regarder la vie de quelqu'un d'autre. Et que tu le veuilles ou non, subconsciemment, une partie de toi se compare. Genre, ah, telle personne est ça, ah, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai. Et vous vous comparez à quoi? Je dis vous, je parle en général. Exactement, On se compare à autre quoi? humain. À une image, même pas. À une C'est vrai. image. Parce que c'est tout des masques. Ben, bien sûr. Pourquoi les gens adorent poster, faire ça sur les médias sociaux? Parce que c'est pas nécessairement le vrai cadre de toi. C'est le seul truc de toi que tu peux avoir un contrôle dessus. Genre, ah, c'est la personnalité que je veux être, que je mets là-dessus. Genre, ouais, exactement. Fait que t'as l'impression que tout le monde est comme ça. Alors que quand tu commences. Les mêmes personnes que je vous parle qui étaient vraiment à des places mentalement pas bien, tu regarderais leurs médias sociaux et tu as l'impression que leur vie va parfaitement. Mais tu les connais personnellement et tu sais que dans leur tête, comme ça va pas bien. Et c'est tellement facile, sous l'anonymat d'un pseudonyme, de faire un commentaire désobligeant, désagréable à quelqu'un qui a publié tel truc. Et on est exposé à tout ça et c'est extrêmement difficile à gérer. Moi, quand je retournais à la maison, même si je me faisais intimider à l'école, quand je retournais à la T'avais une maison, paix. j'avais la paix. Alors que maintenant, ça finit pas. Jamais. Mais ouais, c'est quelque chose aussi. Comme. Non, j'avais oublié. Attends, j'avais quelque chose en tête. Ah, j'ai oublié. Mais ouais, c'est juste le fait que tu crées un cadre sur toi, puis que ça fait que quand on vient à comparer, tu vas juste te comparer, puis tu as vraiment l'impression, autant que tu sais que c'est une image, un bout de toi dans ton subconscient se compare à les images des autres. Et là, tu te dis, ah, moi, je ne suis pas comme ça. Sachant pas que cette personne est peut-être dans une situation pire que toi mentalement ou juste en autour d'elle, mais tu ne veux pas le savoir parce que c'est pas ça que la personne va mettre. La personne veut se valoriser elle-même et genre dire, ah non, moi, je vais être comme ça et tout le monde va. Puis, ouais. Et si chacun se rappelait qu'il était mortel, qu'il allait mourir un jour, est-ce qu'on se laisserait prendre aussi facilement par ces images-là? Non, non, moi, c'est un des trucs qui m'a aidé le plus pour de l'anxiété. J'ai eu une période, on va dire, j'ai une période où j'avais plus, c'était anxiété sociale. Puis un des trucs qui m'aidait beaucoup, c'est juste je marche et je réalise comme dans 100 ans, pratiquement personne des gens que je vois autour va être là. Puis sur tout le temps de l'univers, ben, comme la Terre est en fonction, et même avant la Terre, juste l'univers, il y a d'autres galaxies, je suis tellement petit et telle personne que tu commencerais à donner une trop grosse importance à son opinion. C'est un petit grain de sable. Puis comme moi, je suis un petit grain de sable. Fait que, en tout cas, c'est plus facile à dire qu'à exécuter. Mais c'est juste un petit truc qui m'avait aidé. Si ça peut aider quelqu'un qui regarde. C'est juste ce que vous dites. Oui. Ouais. Oui. Et en même temps, ça me rappelle, vous savez, ce que le philosophe Blaise Pascal du XVIIe siècle appelait les deux infinis. Je suis un grain de sable dans l'univers. Mais en même temps, je suis grande parce que je suis capable de savoir ça. Parce que je suis capable de réaliser ça, parce que je suis capable de penser. C'est comme, ça revient à quand on parlait de quand une personne va s'ouvrir plus
l'indifférence à la mort quand il y a une mission plus grande que lui. C'est comment je vois ça, c'est que c'était un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jay Electronica, puis une phrase qu'il dit dans une de ses chansons, c'est, il dit, In order to be a master, you must submit to a master. Puis comment moi je vois ça, c'est en te voyant comme juste un petit soldat de l'univers, comme t'es l'univers, tu vois un autre humain, t'es comme lui, puis c'est juste ta petite mission ici, puis c'est pour, tu fais partie de cette collectivité. Puis ça revient avec ce que vous disiez de comme, ça enlève la mentalité de l'individuel, genre, trop pris dans son individualité. Moi, je suis moi, je fais ce que le monde est moi, c'est moi versus le monde. Alors que quand tu as Mhm. vraiment un sens de collectivité avec juste la société entre toi ou juste l'univers, ça te met plus paisible et, selon moi, confortable avec ta propre mort. Ouais, et ça donne du sens aux actions. Hmm. Et Il y a un ça autre sujet, permet... oui. Oui, allez-y, je vous en Non, prie, non, 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 allez. vous continuez, je ne veux pas vous couper. Là. Vous Je dites que pense que ça j'ai permet. oublié ce que j'allais dire. Ok, c'est parfait. Allez-y avec votre... Je sais pas si vous êtes familier. C'est une sorte de drogue appelée DMT. Non, expliquez-moi. Non? Ok, mais j'aurais. Parce que je sais pas s'il y a un mot en français. C'est. Les gens vont le fumer. Quelque chose, c'est un psychédélique. Oui, Vous OK. êtes familier avec le terme Oui, psychédélique? absolument. Ok, Oui, oui. exactement. Puis ce que ça ferait, il paraît que c'est DMT, ça serait une membrane dans le cerveau qui est activée à la mort. Puis OK. les gens qui font des témoignages, qui ont essayé cette drogue, ça durait. Moi, j'ai jamais fait cette drogue, mais je suis fasciné par ce sujet. Fait que j'ai Mhm. fait quelques recherches, mais pas assez pour vraiment pouvoir en parler longtemps. Puis justement, je parlais avec quelqu'un qui il en a déjà fait. Puis comment il m'expliquait ça, c'est que ça dure environ 15 minutes. 15 minutes, puis c'est pas un truc que tu peux être actif en le faisant. Tu vas Mhm. presque comme pass out. Puis pendant 15 minutes, tu vis un genre de voyage que tu as l'impression que ça dure une journée complète. Puis Mhm. c'est ce qu'il paraît qu'il y aurait le plus, qui serait le plus proche de l'action d'être mort. Mhm. Puis Mhm. moi, j'aurais aimé que si vous êtes, je sais pas si, puis comment il parlait, parce que il y a vous pourriez, je vous conseille de faire des recherches sur ce sujet-là. Puis c'est que ce que ça l'active dans le cerveau, DMT, à ce qu'il parle. Quelqu'un sur Internet qui voit ça, puis qui dit n'importe quoi, corrigez-moi. Mais que ça l'active quelque chose dans le cerveau qui, normalement, il est activé à la mort. Ça vous dit rien? Euh, vous parlez de l'atteinte. Attends. Moi, je pense à Je l'atteinte vous, vous vers figez un droit, peu. Attends, je vous entends mal. le système limbique, le siège de la mémoire, qui serait... Enfin, ce que je vous dis, ce sont des parties du cerveau qui ont été identifiées Vous comme... m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous OK, m'avez perdu? ouais, je vous ai un peu perdu pendant comme les derniers 20 secondes, 15 secondes. OK, je vais répéter alors ce que je Merci, disais. merci. C'est une bonne idée? Oui. Ouais, ouais, Alors, parfait. moi, alors, il y a des scientifiques qui ont essayé d'expliquer les expériences de mort imminente. Ce que vous OK. me dites au sujet de la drogue DMT me rappelle ça, me rapporte à ça, puis aussi à ce qu'on appelle aussi les voyages hors corps. Il y a des gens qui C'est quoi le disent, voyage hors corps? c'est ça, il y a des gens qui disent quitter leur corps et Mhm. faire faire le genre d'expérience Astral dont projection. vous Je sais pas comment parlez le dire exactement, projection astrale, voyage OK. astral, voyage hors corps, parce que j'aime pas trop le terme astral, mais appelez-le comme vous voulez. Donc, il y a des spécialistes en sciences qui ont essayé d'expliquer le phénomène des expériences de mort imminente. Bon, ça se rapproche des voyages hors corps dans la mesure où euh, c'est le même genre d'expérience qui est rapporté, sauf que dans le cas des expériences de mort imminente, la personne est déclarée médicalement morte. OK? Soit OK. la personne a subi une chirurgie, et puis que là, les fonctions vitales ont cessé, le cœur a arrêté de battre, les poumons ont cessé de respirer. La mort a été déclarée cliniquement, mais la personne, sa conscience était encore active, et puis a vécu certaines expériences. La personne est réanimée,
et raconte ce qu'elle a vécu. Donc, moi, ce que vous me dites me rappelle ça, me ramène à ça. Puis les spécialistes, les scientifiques qui ont essayé d'expliquer ce phénomène-là, qui n'ont jamais réussi à l'expliquer complètement, cela dit, OK, euh, font référence à certaines aires du cerveau qui seraient activées, comme partie de l'aire, une aire du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire droit. Et puis le cortex visuel, et puis le système limbique, le siège de la mémoire, qui expliquerait plusieurs phénomènes qui sont vécus à ce moment-là. Je ne sais pas si ce sont ces aires du cerveau auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure. Je ne sais pas, mais ça se OK, peut. OK. Mais donc, ces expériences-là, vécues à la consommation de drogue, sont relatées d'autre part, vous savez. C'est-à-dire que des gens qui ne consomment pas nécessairement de drogue euh, disent avoir eu des expériences, je parie semblables, je parie parce que je ne connais pas les effets de la drogue, d'accord? Mhm. Mais je parie que ce sont des effets comparables. Ouais, ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je faisais mes recherches là-dessus, puis je réalisais que il y a eu, je sais pas c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était un TED Talk de Oui. quelqu'un qui en parlait. Puis la plupart des gens il y a plein de gens qui ont consommé cette drogue. Puis ce qui est surprenant, c'est que c'est tous des gens que tu les verrais pas dans le cadre de faire des drogues. Parce que c'est pas un truc que tu peux comparer, on va dire, quelqu'un qui veut faire une drogue pour comme juste se relaxer ou oublier ses problèmes, que ce soit des gens qui vont tomber dans des trucs comme Xanax ou Percocet, ou même quelque chose comme juste weed. Puis ça va être vraiment, c'est une expérience juste beaucoup plus profonde. Et il y a des gens, il y a plusieurs eu des réactions, si vous voulez. Il y a des gens qui, selon eux, ça les a changés complètement. Ça leur a fait réaliser de comme plus aimer leur prochain, leur temps Mhm. avec sur ce monde, leur approche de la mort. Et il y a d'autres gens qui c'est venu vraiment les déranger mentalement, qui n'étaient pas prêts pour cette expérience, que ça leur a Mhm. laissé des psychoses Ouais, et que c'est ça. mentalement, c'est Mhm. comme exactement comme on parle n'importe quel autre psychédélique, ça revient un peu au même, les expériences des gens, les témoignages. Il y a des gens qui vont toute leur vie parler de comment ça les a changés, que comme Mhm. ils ont plus d'amour pour le monde, et d'autres gens que c'est vraiment venu jouer avec leur tête. Ouais. Donc, je C'est pense le, que dé- oui, c'est le continue. désavantage des drogues et de forcer l'expérience. Vous savez, quand Mhm. l'expérience est forcée, induite artificiellement. Mais si le Mhm. sujet vous intéresse, moi, je vous suggérerais d'aller voir, de faire une petite recherche sur comment induire une expérience hors corps sans drogue. Ouais, ouais, ouais. Non, non, j'ai fait plein de. On parlait de projection astrale. J'ai Ah fait ah, plein de recherches là-dessus. ah ah. Puis, plus que j'en faisais, j'ai jamais vraiment été avec toute l'expérience de vraiment l'essayer de le faire comme ça. Il y avait plein de. Comme, je pense que c'est 6 heures avant de dormir, rien manger, la diète que vous prenez, puis plein d'affaires. Mais en faisant plus de recherches là-dessus, je suis pas mal sûr que quand j'avais environ 5 ans, ou de 4 à comme 6 ans, plusieurs fois, j'ai eu des expériences de projection astrale. Mais à ce D'accord. moment-là, je ne savais pas c'était quoi. Ah ah, Alors, on va dire d'accord. juste euh, sleep paralysis. Oui. Oui, Mhm, j'ai eu ces expériences-là quand j'étais enfant, mais je ne mhm, savais pas c'était quoi. mhm. Mais j'avais vraiment l'expérience de comme je pouvais voir mon corps, mais sortir de mon corps. Puis avoir une expérience tellement fou de comme juste comprendre, wow, comme je suis vraiment dans ce monde, comme, où est-ce que je suis vraiment dans ce monde. Puis j'ai l'impression que plus que j'ai vieilli, je n'étais plus capable de le faire, c'est parce que j'ai été pas brainwashed, mais plus habitué à ce monde, habitué à vivre dans ce monde. Alors que quand j'étais enfant, j'étais pas encore nécessairement habitué, ça faisait pas longtemps que j'étais là, mon cerveau n'était pas encore super programmé à tout ça, fait que c'était plus facile pour juste mon esprit de juste s'évader de mon corps. Ça, c'était Mhm, ma théorie là-dessus. mhm. Vous, qu'est-ce que vous pensez de projection astrale? Je suis bien forcée de reconnaître qu'il y a une foule de témoignages. Quand Mhm, on veut bien prêter l'oreille à ça, il y a une foule de témoignages sur la question. mhm. Euh, Vous avez déjà eu une expérience comme ça ou non? non, Ok. non, personnellement, non.
Mais voilà, tant que moi, j'en aurais pas fait l'expérience, c'est tout ce que je peux faire. Ce que je peux faire de plus rigoureux, c'est de reconnaître ces témoignages-là. Moi, je suis pas prête à repousser ça du revers de la main en disant c'est de la foutaise. Non, 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 non. Il y a une foule de gens qui disent avoir vécu des choses comme ça. Euh, et donc, je pense que la posture la plus rigoureuse, c'est de ne pas nier, on ne peut pas nier, euh, mais de ne pas croire non plus, d'être ouvert, d'attendre et d'explorer. Mhm. J'ai lu plein de témoignages qui vont en ce sens-là. Puis c'est quoi, vous croyez, le lien entre ça et la... Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien nécessairement entre la projection astrale et la mort? Alors, si on ne se réduit pas à notre corps, Mhm. ce que je pense, OK? Euh, et qu'il y a quelque chose après la mort, ben, cette partie-là, qui, selon les dires de ceux qui en ont fait l'expérience, se détache du corps, il est possible qu'elle reste après. Ça doit être ça qui Ok. reste, s'il Ouais. y a quelque chose après la mort. Et vous, c'est quoi votre opinion personnelle face à ce qui serait après la mort? Oh, on est tous des humains, on n'a tous aucune idée, autant qu'on veut se dire, ah non, moi je dis que c'est ça, personne n'a aucune idée qu'est-ce qui arrive après la mort. Mais vous, Ouais. c'est quoi votre opinion personnelle face à ça? Ça vaut ce que ça vaut. Euh, Il y a ok, plein de non. gens qui ont des opinions contraires qui auraient autant de valeur que la mienne. C'est qu'une opinion. Par Non, non, contre, exactement, exactement. ouais. Par contre, j'ai tendance à penser, puisque en toute cohérence, nous ne nous réduisons pas à notre corps. J'en suis, je le pense. J'ai l'impression oui, qu'il y a une partie de nous qui survit. J'en ai pas de preuves, j'en ai pas fait l'expérience. Moi-même, je me suis pas détachée de mon corps, mais j'ai tendance à penser que oui, il y a quelque chose de Et nous qui vous, perdure après. et vous pensez quoi de la réincarnation? Vous avez des questions difficiles. Ouais, La ben, ré- je me dis que c'est à vous que ça serait intéressant d'avoir ces questions-là. Mais vous savez, dans ce champ-là, c'est tellement... Vous savez, on n'est Puis pas dans le je domaine... comprends que j'arrive pas dans votre domaine nécessairement, Non, non, mais non. comment je vois ça, c'est que vous êtes juste un autre humain. Puis pour moi, je suis curieux de voir des sujets qui m'intéressent, l'opinion d'un autre humain face à ça. Puis je trouvais que vous serez un expert. Je suis intéressé à votre opinion là-dessus. Oui, oui, oui. Non, non, mais vous ne vous sentez pas du tout inconfortable, mal à l'aise de me poser cette question-là. Je dis juste que c'est une question difficile dans la mesure où pas que ce ne soit pas dans mon domaine. C'est sûr qu'on réfléchit à ces choses-là. Mhm. Je veux dire, bien sûr, quand Moi, on je crois que s'interroge sur la mort. si tu es un humain, selon moi, c'est dans ton domaine, là. Ben oui, mais la raison pour laquelle je dis que c'est une question difficile, c'est que là, on est dans le domaine des conjectures, vous savez. Mhm. On pourrait dire que la réincarnation, c'est juste une façon de voir les choses, que finalement, s'il y a quelque chose de notre âme qui reste après la mort, ben, quand elle se réincarne dans un autre corps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de la personnalité antérieure qui demeure? Je ne sais pas. En même temps, il y a des témoignages qui, de gens qui ont des souvenirs, hein, qui disent Ouais, avoir des déjà souvenirs, vu, en tout cas. Ah, les déjà-vus, ça, c'est c'est une différent, autre c'est histoire. différent. Oui, mais vous savez, des gens qui se souviennent de choses qui se seraient passées Dans une vie 100 ans antérieure. avant. 100 ans Ouais. avant, oui, c'est ça. Puis qui peuvent identifier des lieux, puis qui peuvent identifier. Il y a ce phénomène-là qui tend à nous faire penser que ben, la réincarnation serait une réalité. Mais réincarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste la même âme dans un autre corps. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui reste de moi si, et là, c'est ça, il faut supposer un tas de choses. Il faut supposer qu'il y a quelque chose de moi qui reste après la mort. Et qu'est-ce qui reste? Et ce qui en reste, quand elle se réincarne dans un autre corps, avec une autre expérience, un autre contexte, un autre environnement, est-ce que c'est encore moi? Est-ce que... Donc, c'est très complexe et on est dans le domaine de la conjecture. Vous savez. Bon, mais en même temps,
je vous réponds très mal, hein. Je vous réponds Ah pas non, non, vraiment, en non, fait. non, non, je m'attendais pas à il n'y a pas de réponse fixe, c'est C'est juste votre ça, voilà. opinion. Et je voudrais bien pouvoir vous donner plus que mon opinion, vous Ah, savez. moi, j'adorais vous donner plus que mon Je vous- opinion aussi. oui, c'est ça. Je voudrais bien pouvoir vous donner des arguments, puis vous dire, voyez, hein, Oh, ça, non, non, comment faire la philosophie. réincarnation, on donne des faits Mais ça, exacts, mais on peut non, pas, on peut pas. on Mais peut voilà. pas. Mais c'est ça. Mais il en demeure pas moins qu'on peut constater, force est bien de reconnaître que ben, il y a des gens comme ça qui ont des souvenirs qu'ils ne pourraient pas avoir, disons, si leur existence se limitait à l'espace spatio-temporel qu'ils occupent là maintenant. Vous savez, hein, né en telle année, bon, et il a tel âge. Ben, ils ont des souvenirs d'il y a 100 ans, 150 ans. C'est pas normal. Mhm. Il y a de ces témoignages qui existent. Que voulez-vous en conclure? C'est ça, conclure quoi que ce C'est pas soit. nécessairement conclure, c'est juste absorber l'information que telle personne a ce témoignage-là. En même temps, est-ce que je vais prendre mot pour mot ce que quelqu'un a un témoignage? Non, Aussi, parce que le aussi, cerveau humain, tu sais pas ce qui peut être généré. Juste, comme on parlait, c'est c'est extrêmement ça, complexe. So, comme, c'est ça, c'est ça. Qui vous dit que qui vous dit que quand on a l'impression, quand certaines personnes ont l'impression de sortir de leur corps, c'est pas une ruse du cerveau, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Bon, en même temps, je pense pas qu'on se réduise à un paquet de neurones. Vous hmm, savez, non, il y a quelque chose comme l'esprit. Je veux dire, vous pouvez disséquer tous les cerveaux que vous voudrez, vous ne trouverez jamais une idée. Vous ne trouverez jamais une idée. Les scientifiques ne savent pas encore où est le siège de la conscience. Où dans notre cerveau, quelle structure de notre cerveau permet la conscience? Ils ne savent pas encore ça. hmm. Alors, je ne sais plus où je voulais en venir. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va arriver proche d'une conclusion. Euh, vous, personnellement, si... euh, attends, c'était quoi? Ouais, c'est ça. On revient plus proche du sujet du suicide. Quelqu'un qu'en ce moment, ça va pas dans sa tête, que ça soit externe, surtout avec les situations externes qu'on vit en ce moment avec dû au Oui, COVID. Il y a oui. beaucoup de scénarios qui peuvent en dire, pas nécessairement juste à cause du COVID, mais le confinement. Il y a des gens Mhm, qui vont être confinés avec des gens très nécessairement toxiques pour eux, que juste leur environnement est vraiment pas bon. mhm, Puis ils voient que la seule solution, c'est d'en finir. mhm. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Allez chercher de l'aide. Ne restez pas Mhm. seul. Allez chercher de l'aide auprès de professionnels qui sont capables de vous aider. Ce n'est pas anormal ce que vous vivez. C'est tout à fait normal. Non, c'est C'est tout une à fait normal. expérience partagée par une foule de gens. Allez chercher de l'aide. Allez dans vos écoles. Il y a des gens là pour vous aider, qui sont prêts à le faire avec tout leur cœur et gratuitement. Euh, Adressez-vous à des gens capables de vous aider. Parlez à vos amis, ne serait-ce qu'en virtuel. Euh, Activez votre réseau social. Ne restez pas seul. Mm. Mhm. OK. Ben, merci, Tania Basque, d'avoir pris votre temps pour cette conversation. Et Ça, ça m'a fait plaisir, Samuel. Et puis ça me fait plaisir. j'aurais préféré vous rencontrer en personne. Mais bon, Ah, ben, c'est sûr, j'aurais préféré vous rencontrer en personne. Ben, je vous souhaite une bonne journée, puis merci pour votre temps. bonne journée à vous. Au Au plaisir. revoir. Au revoir.